Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter Brett Valda qui sera le prochain gros projet de la compagnie Phalanx Games et qui se retrouvera en campagne de sociofinancement à partir du 15 juin 2022. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait ensemble, c'est que je vous présente le matériel et on fait un survol de ce que le jeu va proposer. J'ai de mon côté jeté un coup d'œil aux règles. Toutefois, elles ne sont pas encore assimilées complètement dans ma tête. Alors aujourd'hui, ce sera surtout une découverte du jeu ensemble. Et dès la semaine prochaine, je serai de retour avec une vidéo un peu plus complète, un peu plus précise concernant les règles précises du jeu. Alors voyez ça aujourd'hui comme une espèce de mise en bouche, une espèce de titillement pour vous donner le goût d'en apprendre davantage. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons voir ce que le jeu nous propose. Alors nous voici donc devant la massive boîte de Brett Valda qui sera le prochain gros jeu de l'équipe de Phalanx Games qui sera disponible également en campagne de sociofinancement à partir du 15 juin. Donc en attendant, vous pouvez quand même avoir accès à la page de pré-campagne. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, mais c'est à partir du 15 juin que vous pourrez avoir les informations complètes sur la campagne et décider si oui ou non vous voulez pledger ou backer le jeu avec ces informations. Alors, Brett Valda est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Présentement, moi j'ai la copie prototype. Alors, prenez en note que ce que je vais vous montrer aujourd'hui se rapproche grandement du produit que l'équipe de Phalanx Games veut proposer, côté composante, illustration, mais il y a toujours place à des changements. Alors, il est possible que ce que vous voyez aujourd'hui soit légèrement ou beaucoup, on ne sait pas, modifié pour ce qui est du lancement de la campagne. Et vous devez savoir également que pour ce qui est de ma copie prototype, j'ai les règles de jeu pour les expériences en multijoueur, mais toutefois, je n'ai pas accès, du moins au moment de filmer cette vidéo, aux règles pour ce qui est de la partie en solitaire, mais vous devez savoir que ce sera quand même une configuration qui sera proposée lors de la campagne. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer un peu le contenu de cette grosse boîte, voir un peu la découvrir avec moi, puisque même si j'ai survolé le livret de règles, je n'ai pas encore assimilé toutes les informations. Je vais vous faire une présentation sommaire de ce que je connais du jeu en basant sur les composantes qu'on va découvrir ensemble. Premièrement, un peu de thématique. On est en l'an 796 après Jésus-Christ, donc dans une Bretagne ancienne, une époque qui a réellement existé. On va se plonger donc dans un voyage dans le temps où on va incarner un peu comme les principaux dirigeants des différentes capitales qui composent donc la Bretagne, et on devra avoir on va en fait être plongé dans un jeu de combat pour l'influence, pour le territoire, puisque le roi de la Bretagne, le Brett Valda, est mort en 796 et on doit en élire un nouveau. Donc ce sera l'un des dirigeants des différentes capitales. Mais on aura quand même différents moyens pour remporter la partie. Donc il y a 3 conditions de fin de partie qui peuvent être rencontrées. Sans plus attendre, allons ensemble explorer le contenu de cette boîte qui est tout de même, je vais vous l'avouer, plutôt lourde. Alors, à l'intérieur, bon, ne vous en faites pas, là, je vais quand même faire de la place. Je vais sortir tout ce qui est là-dedans, puis on va étaler ça sur la table pour l'analyser un peu plus en détail. Donc, on retrouve des bâtiments qu'on pourra construire sur la carte. 4 différents types de bâtiments, je crois. On a ici les unités neutres qui vont représenter un peu comme des gens qui sont sur place, mais qui n'ont pas d'allégeance par rapport à l'un des 4 différents peuples qu'on va pouvoir incarner. On a ici les Dan. Dan qui fait référence aux habitants du Danemark, mais qui seront par la suite
communément appelés les Vikings. Alors, ce sera ces personnages qui vont débarquer sur nos terres et essayer de chaparder le tout. On a les dés pour la résolution de combat, parce que oui, c'est un jeu de conquête de territoire, de contrôle de territoire, et on aura différentes unités qui pourront utiliser différents dés qui seront de plus en plus efficaces. Sinon, on a ici quelques marqueurs qu'on reverra dans quelques instants une fois que j'aurai fait de la place. On a les pièces de monnaie en 3 différentes dénominations. On a les pièces de 1, de 3 si je ne me trompe pas, et de 5. Alors ça va avoir plusieurs utilités, l'argent, en cours de partie. Ce sera important, entre autres, pour faire améliorer ou recruter nos personnages, mais également pour des espèces d'enchères ou de paris qu'on pourra tenir en cours de partie. On a les cartes pour les saisons. Ici, on va regarder ça ensemble dans quelques instants parce que la partie se déroule en 12 manches. Chacune des manches représente une saison, donc en 3 ans. On a les cartes ici, je crois que ce sont les cartes de Landlord, qui sont un peu comme les cartes qui seront utilisées pour la résolution du combat. On a les cartes chroniques ici. On a différents jetons. Je vois les jetons de nourriture, des jetons de pillage que les Vikings vont pouvoir disperser. Et on a aussi les jetons de blessure. Et ici, on a des sacs contenant tous les éléments pour ce qui est du placement, de la préparation, de la mise en place personnelle des joueurs. Alors ici, on aurait le joueur bleu qui fait référence là, à une nation bien précise dont le nom m'échappe, avec les jetons que ce joueur aura besoin, ainsi que son deck de départ pour ce qui est des dirigeants. On a aussi donc le joueur vert, jaune et rouge. On va analyser ça plus en détail dans quelques instants. Et au fond de la boîte, on retrouve les plateaux individuels des joueurs. Alors ici, par exemple, le plateau pour ce qui est du joueur jaune, avec l'effigie de son peuple, mais également l'habileté spéciale de ce dernier. Alors, le peuple de Nordimbra a comme habileté spéciale, par exemple, de pouvoir construire des abbayes avec un coût restreint. Mais ça fait partie des éléments un peu asymétriques de début de partie, puisque la grosse asymétrie du jeu va venir en cours de partie, alors qu'on pourra personnaliser notre plateau. Mais vous devez quand même savoir que chacun de ces peuples, chacune de ces nations a un petit pouvoir différent en début de partie. Et au fond de la boîte, on retrouve le gigantesque plateau que je vais déplier à l'instant. Alors voilà maintenant de façon un peu plus concrète, du moins, la présentation des éléments de jeu une fois mis sur table. Bien évidemment, je n'ai pas fait une mise en place complète, c'est-à-dire que si je l'avais fait, notre plateau ici, notre carte, serait beaucoup plus garni d'unités, puisque peu importe le nombre de joueurs, du moins jusqu'à présent avec la version des règles la plus à jour que j'ai, on aurait quand même les unités de toutes les nations sur le jeu. Donc même si on joue à 2 joueurs et que j'incarne la nation verte juste ici, et que, je ne sais pas, mon adversaire incarne la nation rouge qui serait dans une autre capitale, eh bien, on aurait quand même les unités de base, de départ des autres nations qui seraient également dans leur capitale. Mais en plus de cela, nous aurions également les unités neutres qui seraient dispersées un peu partout autour de la table pour rajouter des opportunités pour nous de combattre, mais aussi de, bien évidemment, conquérir de nouvelles terres, puisque ce ne serait pas très thématique d'avoir plein de terres vides sans aucune défense. Alors, ça faciliterait beaucoup trop les conquêtes. Donc, c'est pour ça qu'on aurait plusieurs unités neutres éparpillées un peu partout. Et en fait, ici, on a beaucoup d'éléments. Il y a des choses dont je ne vous parlerai pas nécessairement non plus. De toute façon, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer le matériel et de vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Donc, une partie de Bretvalda, si on joue jusqu'à la fin, va durer 12 tours. Chacun des tours
est représenté par une saison. On a le printemps, on a l'été, l'automne et l'hiver. Et à chaque fois qu'on débute une nouvelle saison, on va dévoiler une carte. Et sur ces cartes, il y a des événements qui vont nous affecter pour la saison en cours. Par exemple, ici pour le printemps, Bloody Spring, le printemps ensanglanté ou sanglant. Alors, tous les joueurs vont gagner une pièce d'or supplémentaire pour chaque unité qu'ils détruisent, qu'ils tuent pendant cette saison. Alors, on aura différents événements comme ça, parfois positifs, parfois situationnels, parfois négatifs, qui vont survenir. Et pour ce qui est de l'été, de l'automne et de l'hiver, on aura en plus des événements qui vont être fixes, qui vont survenir. Par exemple, à l'hiver, pendant l'hiver, donc 3 fois durant la partie, on devra obligatoirement nourrir toutes les unités qu'on a déployées sur le plateau et en plus, ce sera impossible de faire la récolte de la nourriture, ce qui est tout de même thématique. Donc, au terme de ces 12 tours, de ces 12 manches, de ces 12 saisons, le joueur avec le plus grand nombre de dalks, qui représentent les points de victoire, l'emporte. Ça, c'est une façon de terminer une partie de Bretvalda. Et d'ailleurs, les points de victoire, n'allez pas croire qu'on termine une partie de Bretvalda avec 154 points. Non, en fait, on a une piste à la droite de l'écran présentement, allant de 0 jusqu'à 8. Eh bien, ça représente le maximum de points de victoire que vous pourrez obtenir durant une partie. Donc, une autre façon de mettre un terme à la partie, c'est d'être le premier joueur à atteindre le seuil maximum de points, de dalk, qui sont représentés d'ailleurs par ces jetons. Et selon le nombre de joueurs autour de la table, ce seuil va changer. Par exemple, dans une partie à 5 joueurs, dans une partie à 2 joueurs, ce seuil est de 5 points. Donc, dès qu'un joueur réussit à obtenir 5 points à la fin de son tour, la partie se termine et c'est ce joueur qui l'emporte. Alors que si on joue pendant 12 tours, eh bien, ce sera le joueur qui aura récolté le plus de points. Et il y a une liste de bris d'égalité également, advenant le cas où plusieurs joueurs auraient le même nombre de points en fin de partie. Mais la troisième circonstance pour mettre un terme à la partie, c'est si une nation tombe. Et pour qu'une nation tombe, il faut que ces 3 dirigeants aient péri au combat. Alors, ça fait partie des éléments un peu asymétriques de chaque nation. Donc, chaque nation a 3 dirigeants très différents et lors de la mise en place du jeu, les joueurs vont devoir en choisir un qu'ils vont placer face visible sur leur plateau personnel et c'est ce dirigeant qu'ils vont avoir avec ses habiletés, ses points de vie, le dé qu'il va pouvoir lancer s'il est en situation de combat et ses points de déplacement auxquels il va pouvoir faire appel. Toutefois, en cours de partie, il est possible que son dirigeant, qui est également représenté par cette figurine qui est unique pour chaque joueur, il est possible que son dirigeant tombe au combat. C'est à ce moment que la carte va être défaussée et non pas déchirée et devra choisir un dirigeant suivant. Si les 3 dirigeants de cette nation sont vaincus, la nation tombe et ça met un terme à la partie. Et là, comme vous l'avez deviné, le joueur avec le plus grand nombre de points à partir de ce moment l'emporte. Alors oui, on a la possibilité d'éliminer un joueur, mais ce qui est agréable, c'est que la partie se termine en même temps. Ce joueur-là n'a pas à attendre sur le côté de la table jusqu'à ce que la partie soit terminée. Et ce qui est intéressant également, c'est que ces points de victoire, eh bien, ils peuvent être temporaires ou permanents. En fait, il y a plusieurs façons d'obtenir des points de victoire temporaires, mais une seule façon d'obtenir des points de victoire permanents. Les points de victoire permanents sont obtenus lorsqu'on réussit une quête ou une chronique, qui est représentée par les cartes juste ici. Donc, au début de partie, les joueurs vont commencer avec des chroniques en main, des objectifs, et à différents moments, ils auront l'opportunité de les défausser, de s'en débarrasser ou de les changer. Mais ça représente des missions qu'ils peuvent, sur le désir, essayer d'accomplir, et elles sont toutes différentes. Par exemple, ici, on a The Bringer of Hunger, qui pourrait être traduit par la personne qui est responsable de la famine. Alors, volontairement,
on devrait détruire, brûler 6 unités de nourriture des autres royaumes qu'on explore pendant notre phase de déplacement. Alors volontairement, on brûle les réserves de nourriture des autres. Si on réussit cet objectif-là, on met la carte de côté, on récupère un jeton d'algue comme ceci, on l'ajoute directement dessus, je crois, ou on le met sous notre jeton, je ne me souviens plus où exactement, mais ce point de victoire est permanent. On ne peut pas le perdre. Et donc, on a un maximum de 2 points de victoire qu'on peut aller chercher grâce aux chroniques. Alors, c'est peut-être une stratégie quand même d'aller récupérer des points permanents, mais on ne peut pas faire que ça. Une autre façon de récupérer des points de victoire, ce sera en contrôlant des territoires précis. Donc, lors de la mise en place, on aura des jetons comme ceci à répartir dans différentes villes, dans différents villages, dans des capitales. Au centre de la partie, par exemple, on en aura toujours un. Et lorsqu'on contrôle ce territoire, eh bien, temporairement, on a un point de victoire et on va pouvoir avancer sur la piste. Mais dès qu'un joueur vient nous déloger ou dès qu'on perd le contrôle de ce territoire, eh bien, on va reculer sur la piste. Donc, ce sera à chaque joueur de faire attention, de garder le compte. Et la troisième façon de récupérer des points de victoire, qui elle aussi va être temporaire, c'est grâce aux bâtiments. Alors, on a 4 différents types de bâtiments qu'on pourra déployer sur le plateau. Et le type de bâtiment qui va nous accorder des points, ce seront les abbayes ou les monastères, qui représentent un peu l'avancement du christianisme en Bretagne. Donc, ces bâtiments vont nous donner différents avantages. Par exemple, les abbayes vont nous donner des pièces lors de la phase ou lors d'une action précise qui représente un peu la dîme que les fidèles étaient prêts à payer. Les comptoirs de traite vont nous donner des unités de nourriture. Les grands halls vont nous donner des cartes de combat, des cartes de landlord, de propriétaire de terre, et les ports vont nous permettre de faire du troc, d'échanger de la nourriture contre de l'argent et vice-versa. Mais en plus, les abbayes, on va pouvoir aller récupérer un point de victoire temporaire pour chaque lot de 3 abbayes qui se retrouvent dans un territoire que l'on contrôle. Alors évidemment, ces abbayes peuvent être détruites par les autres joueurs ou peuvent être capturées par les autres joueurs. Donc ça aussi, ça peut nous apporter des points permanents. Et bon, là je suis en train de m'étaler un peu sur le principe du jeu. Vous devez savoir également que le cœur du jeu, eh bien, c'est la phase action où les joueurs vont devoir choisir 2 actions parmi les 4 qui sont disponibles pour eux. Si on change un peu notre angle de vue, vous avez maintenant ici un gros plan sur un plateau de joueurs personnels. Et c'est sur ce plateau que les joueurs vont dicter les actions qu'ils désirent effectuer à leur tour. Donc, ils ont tous 4 jetons identiques qui font référence aux 4 actions possibles à effectuer pendant un tour. Donc, lorsque c'est mon tour, je choisis l'une de ces actions et je vais la placer sur mon plateau où je peux la retourner. C'est à ma guise. Et c'est l'action que je vais effectuer. Donc, on a 4 actions différentes. On a l'action ici, je ne me souviens pas exactement du nom de chaque action. Alors, mais quoi qu'elles sont écrites ici, l'action de collecte qui va nous permettre de récupérer les taxes, en fait, de chacun des territoires que l'on possède où on a des unités. Alors, nos unités militaires vont pouvoir faire un peu de pression sur les locaux pour qu'on puisse obtenir notre dû. Alors, c'est ça qui va nous permettre de générer nos réserves de pièces d'or, en fait, qui vont nous servir à différentes choses. Il est possible également d'utiliser l'action de développement. Alors, l'action de développement va nous permettre de construire des bâtiments, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. On va pouvoir choisir un bâtiment qu'on désire construire dans un lieu que l'on contrôle. Et là, il y a des restrictions. Par exemple, dans une capitale, on peut avoir 2 bâtiments différents. Dans une ville, on peut seulement avoir un bâtiment, etc. Et on va pouvoir aussi personnaliser notre plateau personnel. Donc, on aura 12 tuiles tout à fait différentes sur le côté de notre plateau. Chacune de ces tuiles
est associé à une action en particulier et on pourra donc pour, je crois, 3 pièces d'or, acheter l'une de ces tuiles et améliorer notre action, comme par exemple à partir de maintenant, lorsque je fais l'action de Frid ou de Fird, qui est l'action militaire, eh bien normalement je peux recruter ou améliorer des unités. Eh bien maintenant on me dit que les cités, en fait ça ne me donne pas une amélioration pour cette action précise, mais quand même ça va me donner un bouclier supplémentaire pour chaque combat que je mène dans des cités. Alors, cette action-là va nous permettre de déployer des bâtiments, mais aussi d'améliorer notre plateau personnel en ajoutant là, justement des petites tuiles ici pour venir le rendre plus intéressant, plus efficace. Et justement, lorsqu'on va faire l'action bleue, qui est l'action militaire, c'est à ce moment qu'on va pouvoir recruter nos différentes unités. Alors, si je ne me trompe pas, on a accès à 5 différentes unités qui sont représentées par ces figurines. On a en fait, le dirigeant ne peut pas être recruté ou quoi que ce soit. On a toutefois les aînés. Alors, les aînés qui sont nos combattants les plus puissants, si on veut. On a également nos propriétaires terriens, les propriétaires de terre, et on a finalement les hommes libres ou les serviteurs, si on veut, les serfs, qui sont nos unités les moins puissantes. Donc, lorsqu'on fait cette action, on va pouvoir soit en recruter de nouveau, mais là, ils vont pouvoir apparaître dans des points spécifiques sur la carte, ou les améliorer. Donc, selon ce qu'on décide de faire, il faudra encore une fois dépenser des pièces d'or, d'où leur importance, puisque ces unités-là vont avoir des capacités de mouvement différentes, mais aussi des aptitudes de combat différentes. Et finalement, on a la possibilité de construire des navires qui vont pouvoir se déplacer d'un océan ou d'une mer à l'autre ou accoster sur différents ports, vont pouvoir faire monter des unités à bord aussi, vont pouvoir se déplacer. Et la dernière action possible, c'est l'action de mouvement où on va pouvoir déplacer nos troupes, à l'exception des serviteurs. Alors, les serviteurs, du moins en début de partie, ne peuvent pas se déplacer. Ils sont assignés à une terre et doivent y rester, à moins qu'il y ait justement, là, effectivement, une tuile qui nous permet d'améliorer cette capacité de la changer. Et lorsque les unités vont se retrouver en conflit avec d'autres nations, d'autres peuples, il y aura résolution de combat. On pourra se référer à la charte qui nous indique donc les unités qui sont présentes, quels dés ils peuvent utiliser. On aura des dés de défense pour certaines villes, on aura des dés blancs pour les servants, les dés rouges, c'est les plus puissants. On va lancer les dés pour l'attaquant, pour le défenseur. Les épées vont être utilisées pour des touches. Les boucliers vont pouvoir annuler certaines touches. Et c'est là aussi que les cartes de Landlord vont agir, puisque on pourra en jouer à différents moments pour changer le résultat ou l'issue du combat. Par exemple, je vais relancer tous les échecs que j'ai obtenus ça ici c'est pas nécessairement suite à un combat, mais suite à un pari, je vais pouvoir parier de l'or supplémentaire, un don d'un inconnu, mais il y a différentes cartes également qui peuvent être utilisées pour nous amener dans une position favorable, et c'est intéressant de savoir que ces cartes-là peuvent être défaussées en tout temps pour générer de l'or ou des épées supplémentaires. Et là, on va prendre contrôle des terres de cette façon, on va mettre nos jetons de contrôle, et ça peut nous aider à nous mettre en position favorable pour obtenir de plus en plus de ressources et devenir de plus en plus influents et puissants, ou accomplir tout simplement nos chroniques, nos objectifs. Alors voilà pour ce qui était de cette découverte ou de ce survol de ce que Brett Valda semble nous proposer. Bien évidemment, au cours des prochains jours, je vais me familiariser avec les règles et je serai de retour la semaine prochaine avec une vidéo plus complète pour qu'on puisse ensemble voir réellement la structure de ce jeu et pour vous donner une meilleure idée
à savoir si c'est un jeu qui pourrait ou non vous intéresser. Je vous rappelle que la campagne aura lieu le 15 juin, alors c'est à surveiller. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut et me laisser vos commentaires dans la section appropriée. Et moi, comme d'habitude, je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.